Pendant près de 2 siècles, l'Imperium considéra la flotte-ruche Naga, que les Azuriani nommaient Shainaïd, le serpent aux anneaux infinis, comme une simple vrille résiduelle de la flotte-ruche Behemoth, dérivant lentement dans le vide interstellaire en attendant de s'éteindre faute de biomasse. Cette erreur de jugement était compréhensible. Avant l'apparition de la flotte-ruche Kraken, rares étaient, au sein de l'Administratum, ceux qui acceptaient l'idée que la menace tyrannide n'avait pas été brisée et que d'autres flottes-ruches se préparaient déjà à fondre sur la galaxie. Cette conviction fut renforcée par la trajectoire même de Naga. Son axe de progression n'effleura que marginalement les territoires impériaux, et la plus importante concentration de mondes humains sur sa route, l'Amas Ibarique, située au-delà des frontières orientales du secteur Vidar, demeurait isolée du reste de l'Imperium depuis des siècles à cause de violentes tempêtes warp. Lorsque celles-ci finirent par se dissiper, les premiers vaisseaux impériaux qui pénétrèrent dans la région ne découvrirent qu'un silence sépulcral, des mondes vidés de toute vie, des océans réduits à des cuvettes stériles, des continents rongés jusqu'à la roche nue. Quant à la flotte-ruche Naga, elle avait disparu. Mais le fait que son passage ait relativement peu affecté l'Imperium ne signifiait nullement qu'elle constituait une menace mineure. Si les mondes humains furent en grande partie épargnés, d'innombrables civilisations xénos furent, elles, dévorées sans laisser de traces. Les Azuriani perdirent 2 mondes vierges ainsi que 7 mondes exodites sous les griffes de Naga, tandis que près de 3 douzaines de civilisations mineures disparurent dans les entrailles de ces fosses de digestion. Si la flotte avait émergé dans le plan galactique légèrement plus au sud, il est probable que l'empire naissant des Tau aurait été annihilé avant même de pouvoir étendre sa toute première sphère d'expansion. La destruction de la flotte-ruche Naga ne fut d'ailleurs pas l'œuvre de l'Imperium, bien que les mondes de l'Amas Ibarique lui opposèrent une résistance farouche, mais celle des Azuriani. Des flottes issues des vaisseaux-mondes Malantai, Lianden et Idarae convergèrent vers l'armada tyrannide et menèrent contre elle une succession d'assauts d'une précision surnaturelle. Là où d'autres races auraient été submergées par le nombre, les Azuriani frappèrent avec une crasse meurtrière, disséquant la flotte bio-organique par des raids éclairs, des embuscades gravitiques et des attaques coordonnées impossibles à reproduire pour des esprits moins anciens ou moins disciplinés. Au terme de cette guerre silencieuse menée dans les ténèbres interstellaires, Naga fut finalement anéanti. Pourtant, se rassurer en rappelant qu'elle figurait parmi les plus modestes des flottes-ruches connues serait une erreur tragique, car toutes ne sont que les extensions d'une même conscience cosmique, l'esprit ruche. Avant sa destruction, Naga a eu le temps de goûter à des dizaines de formes de biomasse jusque-là inconnues des tyrannides. Comme Behemoth avant elle, elle transmit à l'esprit ruche de précieuses connaissances sur les espèces de la galaxie et leurs méthodes de guerre. L'humanité avait déjà révélé une partie de ses forces et de ses faiblesses lors des premiers conflits tyranniques. Mais, désormais, l'esprit ruche avait également goûté à la chair et à l'âme des Azuriani. Et ce qu'il y trouva ne fit qu'attiser davantage son insatiable faim. Dans les légendes azuriani, le fléau de Malantai ne désigne pas uniquement la chute d'un vaisseau-monde, mais également l'entité qui en fut l'instrument. Pour les Aeldari, les deux sont à jamais liés comme le nom d'un massacre et celui de son bourreau. Les récits des prophètes parlent d'une créature tyrannide différente de toutes celles rencontrées jusque-là. Une abomination qui ne se nourrissait ni de chair ni de sang, mais de l'essence même de la vie. Ils la décrivent comme un dévoreur d'âmes, un vampire psychique capable d'aspirer chaque étincelle de conscience, chaque émotion, chaque fragment d'esprit, jusqu'à ne laisser derrière lui qu'un silence absolu et un vide impossible à combler. Pour les Azuriani dont les âmes brillent dans le warp comme des étoiles dans la nuit, un tel destin est pire encore que la mort, car il ne demeure alors rien à sauver des griffes de Slaanesh.
Après la destruction de la flotte ruche Naga, un biovaisseau tyrannide mourant lança une ultime pluie de spores mycétiques sur le vaisseau-monde de Malantai, avant de sombrer dans le néant interstellaire. Les Asuryani mobilisèrent immédiatement leurs guerriers afin d'éradiquer l'infestation avant qu'elle ne puisse se répandre. Dans les couloirs de moelle spectrale et sous les dômes cristallins du vaisseau-monde, les combats furent d'une violence inouïe. Les Venomtropes répandirent leurs toxines dans les halls sacrés, les nuées grouillantes engloutirent des secteurs entiers et les Carnifex martelèrent les structures psychoréactives avec une brutalité aveugle. Mais les Aeldari comprirent trop tard que ces horreurs n'étaient qu'une diversion. Le véritable prédateur avançait derrière les lignes tyrannides, dissimulé dans les ombres et le tumulte de l'invasion. Là où il passait, les esprits s'éteignaient sans un cri. Les guerriers aspects tombaient, leur corps intact mais leurs âmes entièrement consumées. Les prophètes sentaient les circuits psychiques du vaisseau-monde se vider peu à peu, comme si une gueule invisible dévorait la conscience même de Malantai. Ce n'était pas la chair du vaisseau-monde que la créature convoitait, mais son esprit. Selon toute vraisemblance, à l'époque, le fléau de Malantai était une évolution unique et monstrueuse de la bioforme appelée Zoanthrope, une convergence rare entre la puissance psychique tyrannide et la faim insatiable de l'esprit ruche. Les zoanthropes furent façonnés dans un unique dessein, devenir les conduits vivants de la puissance psychique de l'esprit ruche. Chaque aspect de leur anatomie, depuis leur crâne hypertrophié jusqu'aux organismes pulsants enchâssés dans leur colonne vertébrale, est entièrement dédié à cette fonction. Là où d'autres bioformes tyrannides sont conçues pour déchirer, infecter ou dévorer, le zoanthrope existe avant tout pour canaliser l'immensité de la conscience synaptique qui unit le grand dévoreur. Lorsque cela est nécessaire, un zoanthrope peut agir comme un relais synaptique d'une efficacité terrifiante, étendant la volonté de l'esprit ruche bien au-delà des limites habituelles de la nuée. Grâce à l'immense capacité de son cerveau, il transmet les impulsions synaptiques aux créatures tyrannides environnantes avec une précision totale, maintenant la cohésion de l'essaim, même au cœur du chaos le plus absolu. Dans ce rôle, il n'est guère plus qu'un messager organique d'une sophistication inimaginable. Mais cette fonction n'effleure qu'à peine l'étendue de ses véritables capacités. La connexion d'un zoanthrope au réseau synaptique est si profonde qu'il lui suffit de mobiliser une infime portion du pouvoir qui traverse son esprit pour libérer des manifestations psychiques d'une violence cataclysmique. Des éclairs de force pure jaillissent alors de son cortex incandescent, capable de vaporiser l'adamantium, de faire fondre le blindage des chars ou de réduire des corps entiers à des silhouettes carbonisées dans une explosion de chaleur surnaturelle. Là où frappe un zoanthrope, la réalité elle-même semble vaciller sous la pression du warp. Mais manipuler une telle puissance n'est jamais sans péril, même pour une créature conçue dans ce but précis. Le potentiel psychique de l'esprit ruche est si vaste qu'il dépasse parfois la capacité des zoanthropes à le contenir. Il n'est donc pas rare que ces créatures subissent de terribles retours d'énergie lorsqu'elles tentent de déchaîner toute l'étendue de leur pouvoir. Des vagues de force incontrôlables parcourent alors leur système nerveux, surchargeant leurs synapses et consumant leurs neurones en quelques instants. Le zoanthrope pousse un hurlement strident, mélange de douleur et d'interférences psychiques, avant de s'effondrer au sol comme une marionnette dont on aurait brusquement tranché les fils. Parce qu'ils constituent des relais essentiels de la volonté de l'esprit ruche, les zoanthropes furent également dotés d'un instinct de préservation extrêmement développé. Ils sécrètent naturellement un champ warp protecteur qui les enveloppe comme une seconde peau invisible. Ce bouclier psychique dévie ou absorbe une partie des attaques dirigées contre eux, ne se révélant souvent que par un bref scintillement spectral lorsque des projectiles viennent s'y écraser. Qu'il s'agisse de tirs d'armes légères ou d'impacts capables d'éventrer un blindé, le champ vacille sans rompre, alimenté par l'insondable et illimitée énergie du warp.
Là où un zoanthrope ordinaire canalise l'énergie du warp comme une arme vivante, le fléau de Malantai absorbait directement les âmes de ses victimes, grandissant en puissance à chaque esprit dévoré. Plus les Azuriani tentaient de lui résister par leurs dons psychiques, plus la créature devenait puissante. Son immense crâne démesuré dominait un corps frêle et presque atrophié, parcouru d'une colonne vertébrale hérissée de plaques osseuses saillantes. Cette excroissance chitineuse remontait jusqu'à envelopper son crâne, formant une sorte de couronne organique d'où émergeaient de longs appendices crochus parcourus d'arcs d'énergie psychique. À chaque pulsation de la créature, ces excroissances crépitaient d'une lumière spectrale, comme si le warp lui-même s'écoulait à travers elle. Cette étrange configuration biologique faisait du fléau de Malantai bien plus qu'un simple zoanthrope. Son organisme tout entier était devenu un réceptacle destiné à amplifier ses facultés psychiques au-delà des limites naturelles de son espèce. Là où un zoanthrope ordinaire canalisait l'énergie de l'esprit ruche pour la projeter sous forme destructrice uniquement, le fléau absorbait l'essence vitale de tout ce qui se trouvait à proximité de lui. Et parmi toutes les espèces de la galaxie, les Azuriani représentaient pour lui une proie idéale. Pour le fléau de Malantai, les âmes Azuriani étaient semblables à des phares dans l'obscurité, impossibles à ignorer. Les légendes Azuriani racontent que ces victimes sentaient leur âme arrachée de leur corps avant même que la mort ne les atteigne réellement. Certains guerriers aspects se seraient effondrés sans la moindre blessure visible, les yeux grands ouverts de terreur, tandis que leur essence était aspirée dans le gouffre psychique qu'était devenue la créature. À mesure qu'il se gorgeait d'énergie vitale, les pouvoirs du fléau ne cessèrent de croître. Chaque âme dévorée renforçait davantage son lien avec le warp, jusqu'à faire de lui une aberration psychique d'une puissance inimaginable. Mais ce fut lorsqu'il atteignit le circuit d'infinité de Malantai que la catastrophe devint irréversible. Les esprits des morts Azuriani, conservés depuis des millénaires dans les profondeurs psychoréactives du vaisseau-monde, furent engloutis en une seule et monstrueuse communion. Le fléau absorba d'innombrables âmes en quelques instants, et avec elle une puissance telle que la créature sembla transcender sa propre nature biologique. Après cela, elle devint impossible à détruire. Par la seule force de sa volonté, le fléau pouvait écraser des guerriers comme s'ils n'étaient faits que de poussière, broyer les machines de guerre sous des vagues de pression psychique et faire s'effondrer les hautes tours de moelle spectrales qui soutenaient le vaisseau-monde. Partout où sa présence se manifestait, la réalité se déformait sous l'effet de son pouvoir grandissant. Lorsque Malantai tomba finalement dans le silence, seule une poignée d'Azuriani parvint à s'échapper vivant de ce tombeau dérivant. Du vaisseau-monde ne subsistait plus qu'une coque glacée vide de toute conscience, errant lentement dans les ténèbres interstellaires, comme le cadavre abandonné d'un géant oublié. Quant au fléau de Malantai lui-même, aucune trace de la créature ne fut jamais retrouvée. Et pour les Azuriani, cette disparition demeure peut-être l'aspect le plus terrifiant de toute cette tragédie. Au sein des essaims tyrannides, l'esprit ruche déploie parfois des organismes alpha connus sous le nom de neurotropes, afin d'accompagner les congrégations de zoanthropes. Ces créatures rares et terrifiantes semblent avoir été conçues pour régner sur leurs semblables autant que pour amplifier leur potentiel destructeur. Là où les zoanthropes canalisent la puissance brute du réseau synaptique, les neurotropes en incarnent une forme plus raffinée et plus prédatrice, presque parasitaire. Leur pouvoir le plus redouté réside dans leur capacité à absorber directement la force vitale de leurs victimes. D'un simple contact psychique, un neurotrope peut drainer l'essence d'un être vivant jusqu'à le réduire à une coque desséchée et inerte, tandis que ses propres blessures se referment dans un frisson de chair régénérée. Mais cette énergie volée n'est pas uniquement utilisée pour nourrir la créature elle-même. Les neurotropes redistribuent également cette puissance aux zoanthropes qui les entourent,
stabilisant leurs esprits et les préservant des surcharges psychiques fatales qui consument parfois ces bioformes lorsque le flot de l'esprit ruche devient trop intense. Ainsi, lorsqu'un neurotrope mène une assemblée de zoantropes, le champ de bataille se transforme en véritable apocalypse psychique. Des vagues d'énergie warp pulvérisent les lignes ennemies tandis que les esprits des mourants sont aussitôt engloutis afin d'alimenter encore davantage le barrage synaptique. Plus l'ennemi résiste, plus les neurotropes deviennent puissants. Les survivants d'un tel assaut émergent rarement indemnes. Hagards, désorientés, parfois rendus fous par les répercussions mentales du déferlement, ils ne sont alors plus que des proies faciles pour les nuées de Gaunt et les organismes guerriers qui suivent dans leur sillage. La rareté des neurotropes associée à la nature profondément troublante de leur pouvoir a donné naissance à de sombres spéculations parmi les Asuryani. Beaucoup voient dans ces créatures les héritiers, ou peut-être les rejetons du fléau de Malentai, cette entité légendaire qui avait anéanti un vaisseau-monde par la seule force de sa faim psychique. Comme lui, les neurotropes se nourrissent des âmes des vaincus et convertissent l'énergie dérobée en puissance toujours croissante. Nul ne sait si cette croyance repose sur une vérité biologique ou sur la peur ancestrale laissée par la chute de Malentai. Mais si un tel lien existe réellement, alors les neurotropes ne représentent peut-être pas une simple évolution des zoantropes. Et la voilà, la vérité la plus dérangeante que révèle l'existence des tyrannides. Pas une aberration opposée à la vie, mais son reflet poussé jusqu'à sa conclusion la plus extrême. Là où les civilisations bâtissent, contemplent, rêvent et donnent un sens à leur existence, les tyrannides n'obéissent qu'à l'unique loi qui précéda toutes les autres: survivre, croître, s'adapter. Ils ne connaissent ni l'art, ni la foi, ni la haine. Pourtant, à leur manière, ils incarnent une perfection biologique que peu d'espèces peuvent seulement concevoir. Chaque défaite les transforme. Chaque obstacle devient une leçon gravée dans leur chair. Chaque extinction nourrit leur devenir. Ils sont l'évolution débarrassée de toute morale, de toute limite et du fardeau de l'hésitation. Face à eux, il devient difficile de ne pas s'interroger sur la nature même de la vie. Car depuis les premiers organismes rampant dans des océans oubliés jusqu'aux empires stellaires dominant la galaxie, toute existence n'a jamais réellement cessé de lutter pour persister un instant de plus que ceux qui cherchaient à l'anéantir. Les tyrannides ne font que porter cette logique à son paroxysme, comme si l'univers avait donné un corps à l'instinct primordial de la matière vivante. Et c'est précisément pour cela qu'ils inspirent une telle terreur. Pas parce qu'ils sont étrangers à la vie, mais parce qu'ils en sont une vérité que les peuples de la galaxie refusent simplement de regarder en face.